Donc bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième partie de mon retour d'expérience d'un an pour l'achat d'une voiture électrique. Alors c'est une Renault Zoé et je vais vous parler plus particulièrement là de l'usage au quotidien. Voilà, quels problèmes j'ai pu avoir, combien ça m'a coûté, tous les frais à peu près que j'ai pu avoir sur cette première année. Et puis mon retour sur qu'est-ce qu'il a fallu changer aussi dans mes habitudes. Alors, tout d'abord, quand vous allez conduire une voiture électrique, vous allez voir, c'est vraiment une nouvelle expérience. Et c'est vrai que quand on revient au thermique, on a un petit peu tendance à avoir, c'est un petit peu la même chose que lorsque vous avez joué à la dernière console de jeu et que vous revenez sur votre ancienne console, hein, on dit qu'on fait du rétro gaming, c'est un peu la même chose. Et quand vous repassez sur votre voiture thermique, c'est vrai que il y a un peu moins de plaisir à conduire la voiture thermique. Alors la première chose frappante, c'est le silence, c'est-à-dire que vous n'avez plus le bruit du moteur, à part un peu la ventilation quand vous mettez la climatisation. Et c'est vrai qu'on va avoir de nouveaux bruits, plus de roulements, etc., qui vont être présents. Vous allez plus entendre vos pneus, par exemple. La deuxième chose, c'est la facilité de conduite. Parce que c'est vrai que ce sont des voitures qui n'ont plus de vitesse, d'accord. C'est grosso modo, il y a une marche avant, une marche arrière. Et du coup, il y a une facilité voilà, pour les personnes qui ont un peu de mal avec le démarrage en côte, etc. C'est vrai que ça va être des voitures où ça va vous faciliter la vie. Pareil pour ce recul, pour les manœuvres là sur cette définition là, vous avez une petite caméra de recul, ça permet on va dire de mieux d'un peu mieux se garer. Il faut faire attention avec les caméras de recul parce que vous avez également beaucoup d'angles morts, hein. Souvent les caméras de recul ont une visibilité sur le bas de la voiture, donc faites attention parce que vous ne voyez pas le haut, c'est pour ça qu'il faut bien faire les contrôles rétro. Il y a une bonne réactivité quand on ne met pas le mode éco. Donc ça peut être sympa pour les gens voilà, qui veulent à un moment donné se faire plaisir avec un peu de vitesse. Par contre, le seul point négatif, c'est le système de navigation. Il y a une petite tablette au centre, voilà, qui est pour moi très médiocre. Elle apporte rien. Souvent, je la laisse s'éteindre d'ailleurs. Il y a dedans, grosso modo, vous avez un GPS, d'accord, qui ne, j'ai essayé de le mettre, je l'ai mis à jour, hein, j'ai été avec la carte, il y a une carte SD, etc. J'ai fait les mises à jour. Voilà, bon, ça prend pas toute la mise à jour. Il y a un espèce de système où vous allez pouvoir préparer votre itinéraire avec les bandes de recharge, mais il n'y a pas toutes les bandes de recharge, etc. Donc bon, c'est pas très abouti. Par contre, il y a peut-être les statistiques sur la manière dont vous conduisez, etc., qui peuvent être intéressants à les regarder, et la radio, voilà. Mais à part ça, c'est un peu loupé. Pour moi, je trouve que quand on met une tablette, il y a deux univers. Vous avez soit l'Android, soit l'iOS en fonction un petit peu de ce que vous voulez faire. Il fallait rester là-dessus et pas aller demander à TomTom de faire quelque chose qui ne sera jamais aussi bien abouti que ce qu'ont fait Android, donc Google, et ce qu'ont fait Apple. C'est un peu dommage. Et bon, il y avait bien un projet chez Linux avec Ubuntu qui a malheureusement pas abouti. Mais voilà, moi je pense qu'il faut rester raisonnable parce que malheureusement, essayer de réinventer l'eau chaude, bah là du coup c'est vraiment, vraiment raté. Alors, conduire une voiture électrique, c'est aussi de nouvelles habitudes. Parce que si vous voulez, vous n'allez pas pouvoir conduire votre voiture électrique comme vous conduisez votre voiture thermique. Ça, il faut bien comprendre que c'est deux choses différentes. Pour bénéficier pleinement de la Zoé, on ne peut pas garder ses anciennes habitudes de conducteur. D'accord. Et d'ailleurs, je vais insister très lourdement là-dessus. Pour les personnes qui aiment la vitesse, voilà, qui aiment bien, voilà, je sais pas moi, vous démarrez d'un feu rouge, tac, vous aimez bien, un peu comme vous faites un peu la course, etc. Vous allez sur l'autoroute, vous aimez bien monter en vitesse, tout ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, malheureusement. Euh, voilà, c'est pas une voiture qui est faite pour vous. Mais très honnêtement, parce que vous allez passer votre vie à la recharger. Et la deuxième chose, c'est d'être en mesure de savoir anticiper. D'accord. Anticiper, soit, je vais en parler plus tard, soit anticiper dans sa manière de concevoir son trajet, d'accord, de connaître sa destination, soit dans la manière aussi de conduire. D'accord. Alors,
la première chose en termes de nouvelles habitudes, c'est que vous avez un petit bouton, c'est le mode éco, et je vous conseille très fortement de le mettre tout le temps en haute. D'accord. C'est le mode qui va vous permettre vraiment de venir économiser votre batterie. Alors il faut faire attention parce que c'est un mode qui bride un peu la voiture. Et puis vous avez autre chose sur la Zoé. Vous avez sur le cadran une partie verte et une partie jaune qui vous permet de connaître votre accélération. Essayez toujours de rester dans la partie verte et dans le début de la partie verte. Comme ça, vous savez que vous économisez votre batterie. Une seule chose, faites bien attention quand vous êtes sur des nationales par exemple et que vous voulez dépasser, coupez le mode éco avant de dépasser parce que votre voiture étant bridée, vous avez une accélération qui est progressive sur le véhicule et du coup vous ne pourrez pas faire par exemple, vous êtes à 80, vous voulez dépasser un véhicule voilà, qui roule pas forcément, donc vous voulez monter à 100 pour le dépasser, il faut 20 km/h de plus pour dépasser. Vous ne pourrez pas le faire comme vous le ferez avec une voiture thermique si vous avez le mode éco. Vous le passez en mode normal et là vous allez passer la voiture même encore plus facilement qu'avec une voiture thermique. Avoir une accélération progressive, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire une accélération progressive? Vous savez, quand vous êtes sur un, par exemple, vous êtes sur un rond-point, vous arrivez, vous passez en seconde avec une voiture thermique, puis après vous sortez du rond-point, puis là vous allez repasser sur votre, vous allez repasser par exemple jusqu'à 80, et qu'est-ce qu'on fait? On est en seconde, on donne un grand coup d'accélérateur, on arrive on passe la troisième, on est à 50 km/h, on redonne un grand coup d'accélérateur, on est en quatrième, on est environ au 70, et on redonne encore un accélérateur, on est en cinquième et on est à 80. D'accord. Et globalement, on conduit comme ça, c'est comme ça qu'on nous apprend dans l'auto-école. Là, si vous faites ça, vous pouvez le faire. Si vous faites ça, c'est simple, vous aurez une autonomie qui va être très basse. Pour garder une bonne autonomie, ce qu'il va falloir faire, c'est une accélération progressive. Vous sortez du rond-point et vous allez monter progressivement. Vous allez passer 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Je sais bien, c'est une autre manière de voir la route, mais c'est comme ça que vous allez économiser. Et quand vous arrivez à votre vitesse de croisière, là, vous enclenchez le régulateur qui va vous maintenir. Et surtout, le régulateur, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il va vous permettre de gagner en autonomie parce que lui, il est capable de bien récupérer l'énergie au bon moment. D'accord. Donc c'est vraiment un outil à utiliser, surtout qu'elles sont équipées avec. Donc n'hésitez pas à le mettre en route. Et l'autre chose, après, c'est au niveau de l'anticipation. Quand vous allez arriver par exemple sur un rond-point, que vous voyez le rond-point avec le céder, le passage, etc., n'attendez pas la dernière minute pour le désactiver, le régulateur, ou pour commencer à freiner votre voiture. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'utiliser le frein sur ces voitures-là, d'accord. Quand vous voyez le rond-point, vous désactivez le régulateur et vous verrez la voiture va freiner naturellement, d'accord, et même de manière assez importante parce qu'elle récupère son énergie. Et vous allez arriver au rond-point dans les mêmes conditions, donc c'est-à-dire comme quand on passe en seconde, et vous allez pouvoir passer votre rond-point tranquillement et repartir après derrière. D'accord. Pareil pour le feu rouge, etc. Et ça va vous faire gagner pas mal d'autonomie. D'accord. Si vous avez cette petite astuce là, voilà. Alors c'est sûr que pour les gens qui sont un peu nerveux, ben voilà. Comme je dis, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est une nouvelle manière de conduire. Alors, en montée, c'est la seule chose, c'est la montée. Il ne faut pas aller chercher à vouloir augmenter son accélération. D'accord. Si vous voulez augmenter votre accélération, d'ailleurs, il faut déconnecter le mode économique. Il faut plutôt essayer de maintenir son allure. Alors, c'est pour ça que là, il faut être dans l'anticipation. C'est-à-dire qu'avant la montée, vous êtes à votre allure choisie. Soit vous l'avez mis en régulateur, soit vous êtes à la pédale et vous allez le maintenir pendant la montée. D'accord. Et là, vous n'aurez pas de souci. D'accord. Si par contre vous faites ah ben tiens la montée, là forcément vous devez déconnecter l'écho pour pouvoir passer la montée. Et vous allez vraiment consommer beaucoup d'énergie. Les nouvelles habitudes aussi, c'est au niveau des bornes. Il va falloir vous assurer que vous ayez des bornes soit à destination, soit au cours de votre trajet. D'accord. Parce que sinon, bah, vous allez très vite vous retrouver dans l'enfer de la recharge. Alors vous pouvez faire des allers-retours, hein, mais moi ce que je conseille toujours, c'est pareil, un conseil que je donne, quand vous pouvez recharger, rechargez. D'accord. Même si votre voiture, surtout que sur la Zoé 90, vous rechargez en courant alternatif, donc ça n'abîme pas trop la voiture, ça n'abîme pas trop
la batterie, rechargez quand vous pouvez, voilà, mettez-la à charger, c'est pas grave, même si c'est pour 3-4%, mettez quand même à charger tout le temps. Prenez cette habitude, j'arrive, boum, j'ai une borne, je recharge, je me moque un peu de à combien elle est. Sauf si c'est des bornes qui sont payantes à la minute, parce que là aussi, je trouve que hein, l'État pourrait dire attendez, ce genre de facturation, c'est non, parce que c'est très discriminatoire en fonction de la voiture que vous avez. Voilà, donc il faut un peu anticiper par rapport à ça. Moi, je sais quand je fais des déplacements, j'essaie d'avoir une borne à destination ou pas très loin de la destination. La deuxième chose aussi, c'est de manger à proximité d'une borne, parce que là, vous n'allez pas, parce que manger à proximité d'une borne, souvent la borne n'est pas à côté du restaurant, d'accord. Donc vous branchez votre voiture, le temps d'aller au restaurant, de manger, de repartir, votre voiture elle est rechargée et vous n'avez pas vu passer le temps. D'accord. Donc ça, je trouve que c'est une bonne astuce. Voilà. Par exemple, vous pouvez aussi, vous avez un rendez-vous, vous posez la borne, vous allez à votre rendez-vous, vous revenez, la voiture souvent elle va être rechargée. Il y a aussi faire ses courses dans des endroits qui proposent une recharge, d'accord. Là aussi, moi j'ai changé mes habitudes, je vais dans des supermarchés où je vais pouvoir recharger ma voiture. Alors moi j'ai la chance d'avoir des supermarchés où la recharge est gratuite. Je sais qu'il y a des supermarchés où la recharge est payante, voilà, mais souvent ils proposent des tarifs qui sont quand même relativement bas par rapport à ce que vous allez trouver ailleurs. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à utiliser ce genre de choses. Alors pour les recharges, quand la recharge est gratuite, voilà, par pitié, d'accord, pour les gens qui ont des voitures électriques, jouez le jeu, d'accord. Il faut savoir quelque chose, c'est que les bornes de recharge, l'investissement pour une borne de recharge classique, donc en type 2, c'est 14 000 euros pour deux véhicules, d'accord, environ. C'est environ, allez, on va dire 80 000 euros la borne de recharge, et c'est non posé hein, quand je donne ces tarifs-là. Euh, pour une borne rapide. D'accord. Donc c'est des investissements qui sont lourds. Donc par pitié, jouez le jeu. Déjà, premièrement, ce ne sont pas des bornes qui sont faites pour recharger totalement un véhicule. Premièrement, d'accord. C'est des bornes qui sont là pour de courtoisie, d'accord. Et allez faire vos courses, restez pas bêtement dans votre voiture en train de regarder votre Netflix, etc. Surtout quand vous êtes dans des voitures qui valent 50 000 euros à l'achat, d'accord. Vous pouvez aller faire quelques courses, au moins jouer le jeu pour la recharge. Voilà, je trouve que c'est des règles de courtoisie parce que ce qui va se passer, c'est que toutes les bornes seront payantes avec ces attitudes, voilà, ces manières d'être qui sont malheureusement déplorables. Il faut aussi avoir autre chose dans votre voiture, c'est avoir des cartes de recharge selon votre besoin. Vous allez avoir des cartes qui vont vous permettre de débloquer certaines bornes. On appelle ça les cartes aussi itinérance. Vous avez deux cartes qui sont gratuites, ChargePoint et Shell. D'accord. Alors si elles sont gratuites, souvent les frais d'itinérance sont plus chers. Alors qu'est-ce que c'est les frais d'itinérance? Vous avez le coût de la recharge, c'est-à-dire là où vous allez aller, dans le réseau où vous allez aller, déjà ils vont vous vendre la recharge, peut-être, je ne sais pas, moi 30 centimes du kilowatt. Et à côté, il faut aussi payer ChargePoint et Shell qui vous mettent en relation, d'accord, qui font le lien. Et eux, ils vont prendre, alors Shell, je crois qu'ils prennent 35 centimes, je ne sais pas. Voilà, donc il faut penser qu'il va y avoir un coût d'itinérance. Il y a Fresh Miles avec 5 euros également. Vous avez ChargeMap qui est, on va dire, la première société qui est partie sur ce marché-là. La carte coûte 20 euros, on l'achète une fois, et après on recharge en fonction de ses besoins. Et le dernier, moi je suis dans le Var, donc j'utilise également un abonnement à eBorn qui est de 12 euros par an, qui vous ouvre accès à des tarifs qui sont égaux à peu près à ce que vous allez trouver quand vous allez vouloir faire vos recharges sur les parkings de supermarchés. Donc c'est relativement intéressant. Parce qu'il faut savoir aussi que moi je n'ai pas de recharge à la maison, donc je suis obligé d'aller sur les bornes. Il faut faire attention aussi à autre chose, c'est qu'aujourd'hui c'est un peu la foire entre les cartes et les tarifs, d'accord. Donc il faut bien faire attention quand vous allez aller sur une borne avant, si vous préparez votre trajet, etc., de comparer les prix de recharge d'une carte à une autre. Il y a deux méthodes, enfin il y a une méthode pour le faire qui est bien, c'est vous avez l'application qui s'appelle Charge Price, qui va vous permettre de voir un petit peu tous les prix en fonction des différentes cartes, et après vous vérifiez toujours avant sur l'application de la carte que vous allez utiliser. Parce que
Dans les conditions d'utilisation, c'est bien marqué qu'ils peuvent changer à tout moment les tarifications. D'accord? Donc vérifiez bien avant. Parce que des fois, il y a des choses qui sont marquées gratuites, qui ne le sont plus, ou des choses qui sont à des tarifs super intéressants et qui ne le sont plus. Donc vérifiez bien avant. Certaines bornes ont des codes QR, donc c'est-à-dire des petites choses qu'il faut flasher avec son téléphone. Alors je sais bien que pour les plus anciens, ça peut être un petit peu du chinois, mais vous avez grosso modo quelque chose qui est carré avec des petits points noirs dedans que vous pouvez flasher avec votre téléphone quand vous utilisez votre appareil photo. Souvent c'est sur l'application de l'appareil photo. Où vous allez avoir des tarifs qui vont être plus intéressants. Donc vous allez pouvoir enclencher un paiement avec votre carte bancaire, d'accord, à partir de ça. Et puis ça débitera, au début ça va peut-être vous débiter, ça va vous dire je vais vous débiter 16 euros, mais ça vous débitera ce que vous avez consommé à la borne euh, au final, d'accord. C'est un peu comme quand vous allez dans certaines stations, maintenant vous devez payer avant de pouvoir prendre votre essence. Vous savez, quand vous n'avez pas forcément avec la carte, vous dites je vais payer pour 20 euros, mais si vous ne mettez pas 20 euros d'essence, après vous êtes remboursé. Alors ma voiture à moi, c'est une Renault R90 en charge normale. Donc pour moi, clairement, c'est une voiture qui est là pour rayonner. D'accord. Donc il n'y a pas de charge rapide, donc moi je ne peux pas faire de longs trajets. Euh, J'habite dans le Var, j'habite très exactement sur la zone de Saint-Raphaël-Fréjus. Et je peux faire les déplacements, je peux aller à Sofia sans problème, à Nice. Je peux aller à Aubagne-Aix, c'est là où j'ai acheté la voiture. Quand je suis revenu, j'avais la voiture à 100%, et quand je suis revenu, j'avais 66%. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur entre Aubagne et Saint-Raphaël. Je peux aller à Toulon. Il faut faire un peu attention par contre au dénivelé, c'est-à-dire quand je vais dans le Haut-Var ou à Gréolière, pour l'aller, il faut faire attention parce que ça va consommer beaucoup. Pour le retour, par contre, au contraire, vous allez pratiquement rien consommer, mais à l'aller, vous allez consommer beaucoup. Donc il faut faire attention que la voiture soit bien rechargée, etc. Donc pour aller à Gréolière, ça, on peut le faire, voilà. Après, il y a des bornes de recharge pour recharger là-bas, même si elles ne rechargent pas très 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 vite et qu'il n'y en a que deux. Enfin, il n'y a que deux places, il y a une borne pour deux places. Voilà. Et puis le Haut-Var qui est un peu mieux fourni en borne, d'accord. Quand vous arrivez sur le haut du Haut-Var, là, le plateau à partir de Comps-sur-Artuby, vous avez pas mal de bornes dans chaque petit village, donc bon, c'est plutôt agréable. Et globalement, les bornes sont toujours opérationnelles. Il faut faire attention aussi à autre chose avec l'autonomie, c'est la qualité de la route, d'accord. Si vous êtes sur une route mouillée, voire pire sur une route avec de la neige, vous allez consommer beaucoup plus, d'accord. Alors voilà, attention à l'hiver, parce que vous allez avoir des variations d'autonomie. Les autonomies que je vais vous donner sont les autonomies que j'ai eues au tableau de bord, d'accord. Donc c'est vraiment ce que j'ai eu par rapport à ma manière de conduire, d'accord. Je vous ai expliqué précédemment. En été, j'ai une autonomie qui est, alors si je fais, ça dépend, hein, si je fais que de la ville, d'accord, j'ai même 403 km d'autonomie. Voilà, pour une moyenne, je crois, de 25 km/h à peu près en moyenne dessus. Et donc on arrive à avoir 400 km d'autonomie, 403, bon, 400, voilà. Sachant que l'autonomie qui est affichée au tableau de bord, c'est à prendre grossièrement, d'accord, parce que ça s'adapte tout le temps. Et je déconseille aussi d'aller faire des remises à zéro. Vaut mieux garder une moyenne globale, une moyenne générale, plutôt que de faire des petites moyennes à chaque fois. Elles seront moins justes. Et puis si je fais que de la route, bon ben, je tombe à 300 km, 290. Si je fais vraiment que de la route, voilà, sur l'autoroute, j'y vais rarement, d'accord. Avec ce véhicule-là, je trouve que c'est pas adapté. Je le fais de temps en temps, mais c'est très très rare. Et je suis entre 300 et 400 km d'autonomie. Par contre, en hiver, là, l'autonomie va baisser. 280 km d'autonomie. Alors en ville, bon, je peux atteindre 300 km d'autonomie, mais souvent on va être autour des 280, 250 km d'autonomie. Si je fais que de la route, je peux même descendre jusqu'à 200 km d'autonomie. D'accord. Donc il faut faire bien attention parce qu'il y a quand même une grosse différence d'autonomie entre l'été et l'hiver. Et puis en plus, vous allez recharger moins vite parce que le temps de recharge sera plus long également. L'état de la route va jouer également sur votre voiture. Voilà.
en fonction de l'état de la route, bah forcément, avec beaucoup de neige, bah la voiture consommera plus. Donc c'est aussi un critère à prendre quand vous allez faire vos déplacements. Au niveau de la recharge, donc rapidement, je vais en parler. L'hiver, elle est plus lente, d'accord. Alors déjà sur une Zoé, moi je parle de la recharge donc sur les bornes classiques, hein, les T2, elle va être plus longue. Alors sur la Zoé, comme je disais tout à l'heure, globalement, quand vous êtes en dessous de 50%, enfin jusqu'à même 70%, vous allez recharger vraiment à 22 kW par heure. Donc vous allez avoir une recharge qui est optimale. Passé 70%, pardon, vous allez avoir une baisse qui va aller jusqu'à 10 kW par heure. D'accord, progressivement, jusqu'à ce que vous arriviez dans les 90, et là vous êtes à 10 kW, même un peu plus bas, des fois vous allez pouvoir descendre jusqu'à 7. Voilà. Donc il faut savoir ça, en hiver ça sera un peu plus bas parce que forcément le temps que ça chauffe, vu que les bandes sont extérieures, ce sera plus long à recharger. Alors, quelles ont été les maintenances au bout d'un an? Ma première maintenance, alors ce qu'il y a de bien, je vous conseille aussi de télécharger l'application de Renault, qui est une application qui vous permet de voir à distance l'autonomie de votre véhicule. Alors il faut faire attention, hein, c'est une application pour l'autonomie, c'est quand le véhicule est en charge ou en déplacement, il ping toutes les 30 minutes, donc il envoie l'information toutes les 30 minutes au serveur, donc vous allez avoir l'information qui va être rafraîchie toutes les 30 minutes. Par contre, quand elle est garée, vous allez avoir la dernière information qu'elle va renvoyer une fois que vous coupez le contact et après c'est fini. D'accord. Donc là-dessus, vous avez aussi les maintenances qui apparaissent. Donc le filtre habitacle, donc 12 euros. Je l'ai acheté, je l'ai changé, c'est pas très compliqué. Je ferai peut-être une petite vidéo pour expliquer comment ça se change. Moi, ce que je donne comme astuce, c'est que quand vous allez sortir le filtre de son emplacement, le filtre, si c'est un filtre de qualité, c'est toujours pareil. Voilà, avec le charbon actif, etc., d'une marque comme Bosch ou Mann. Bon, si c'est pas très sale, d'accord, vous passez un coup d'aspirateur avec un aspirateur qui est pas trop puissant non plus, d'accord, pour enlever un peu toutes les grosses poussières, etc., les feuilles, tout ça. Et après, vous allez passer une bombe désinfectante. Aujourd'hui, on en trouve beaucoup avec la folie du Covid. Maintenant, on en trouve un peu partout. Donc, c'est des bombes qui sont antiseptiques, d'accord. Vous allez le passer sur votre truc, vous le rangez dans le carton du nouveau fil que vous venez d'acheter, vous mettez par contre votre nouvel filtre, et la prochaine fois, vous allez pouvoir remettre ce filtre là et relaver l'ancien, et ça va vous permettre d'être un peu économe, et ça fait un petit coup aussi pour l'environnement parce qu'on n'est pas obligé de changer les filtres s'ils sont impeccables, quoi. Enfin, je veux dire, s'il y a un peu de poussière, on n'est pas obligé de changer les filtres non plus. J'ai dû changer aussi les pneus à l'avant. Quand j'ai acheté la voiture, les pneus étaient déjà un peu fatigués, ils étaient à 50%. C'est vrai que les pneus s'abîment assez facilement sur l'avant. Voilà, moi je suis passé sur des pneus 4 saisons. Donc là, quand vous choisissez vos pneus, bah, vous allez privilégier des pneus avec une consommation A. Et puis un comportement après sur l'eau qui va être également A. Donc là, ben, si vous prenez les 4 saisons, malheureusement, il n'y a pas mes pneus de prédilection de Michelin. J'ai dû prendre les Continental. Voilà. Alors, est-ce que ça fait plus de bruit? Très honnêtement, moi, je suis pas. Enfin, moi, j'ai pas vu de différence. Très honnêtement, quand ils les ont mis, voilà. Euh, Après, j'ai roulé, j'ai pas spécialement vu de différence. Peut-être que certaines personnes qui sont très sensibles des oreilles verront une différence parce que en termes de décibels, c'était 2 ou 3 décibels ou 4 décibels de plus que le pneu que j'avais à la base, qui était le pneu d'origine de la voiture, le Michelin Eevee qui est plus vendu d'ailleurs. Voilà. Donc bon, 250 euros avec la pause. Les pneus sont un peu chers, pourquoi? Parce que chez Renault, là sur la Zoé, vous allez avoir une seule dimension pour le 15 pouces, une seule dimension pour le 16 pouces, une seule dimension pour le 17 pouces, et je crois pas que ça va au-delà. Le problème, c'est que les dimensions qui sont proposées sont des dimensions où les pneus sont relativement chers par rapport, voilà, aux dimensions que j'ai. Moi, j'ai une autre voiture, j'ai une Lancia Delta. Moi, je paye les pneus 80 euros l'unité. Là, j'ai payé le pneu plus de 100 euros. Et encore, j'ai été regarder les tarifs les plus intéressants.
Après, j'ai dû faire la géométrie, c'est-à-dire vérifier que voilà, les pneus sont alignés. Alors, la géométrie, elle n'est pas obligatoire. Souvent, elle est conseillée quand même quand vous changez les pneus à l'avant. Comment vérifier si votre voiture a un problème de géométrie? À l'arrêt de votre voiture, avant de l'arrêter, hein, vous ne tournez pas les roues à l'arrêt, d'accord? Vous mettez les roues tournées de manière à ce que vous voyez l'extérieur mais aussi l'intérieur. En fait, le pneu, alors contrairement à ce qui est raconté sur internet, des fois ce qu'on voit, c'est pas en laissant le volant droit quand vous conduisez et la voiture elle part sur un côté. Si elle fait ça, c'est que c'est vraiment grave, d'accord? Souvent, c'est au niveau du pneu. Vous allez voir, vous savez, vous avez le petit sillon qui fait tout le tour du pneu, d'accord? Avec à l'intérieur, quand vous passez le doigt, vous avez l'usure à 50, qui est un peu sur le côté, et puis l'usure à 75, non 50, et l'usure à 25%, qui est après vraiment au fond dans le creux, quand vous passez le doigt, d'accord? Et donc de là, vous avez ce qu'on appelle la borne de roulement extérieure, qui est de ce sillon jusqu'à l'extérieur du pneu, jusqu'à là où vous avez marqué les dimensions du pneu. Et puis vous avez la même chose à l'intérieur, d'accord, qu'on appelle la borne de roulement intérieure. Et là, c'est assez simple, si vous avez les mêmes pneus, même si vous n'avez pas le même pneu à l'arrière, vous regardez et vous voyez si les crampons sur l'extérieur ou sur l'intérieur sont plus abîmés qu'au centre. Et si c'est le cas, eh bien ça veut dire que vous avez eu un décalage de la géométrie. A priori, c'est quelque chose d'assez récurrent chez les Zoé, donc il faut faire le contrôle de la géométrie. Et puis moi, je loue la batterie actuellement. Là, je fais le test de louer la batterie pendant 2 ans pour voir un petit peu l'état d'usure de la batterie. Et donc j'ai une révision obligatoire par rapport donc au contrat que j'ai signé de location de 79 € chez Renault. Alors la révision, c'est simplement, moi j'ai voilà, pas le filtre habitacle parce que je l'avais changé, mais grosso modo ils font une sorte de contrôle technique avec quelques vérifications complémentaires au niveau de l'aspect électrique. Mais bon, c'est un peu cher payé pour ce que c'est, mais c'est obligatoire. Au niveau des coûts de recharge, j'ai fait environ 9000 km sur cette première année et j'ai eu 12 € d'abonnement au réseau e-borne et globalement j'ai payé environ 80 € de recharge, sachant que j'ai quand même rechargé aussi assez souvent dans les supermarchés puisque je vous ai dit, moi dès que je peux je recharge, dès que je vais faire des cours, je recharge, même si c'est à 90%, je recharge quand même. J'ai eu un seul problème avec la voiture. À la suite d'une recharge, j'ai eu un message, vérifier le système élect qui s'est mis en jaune sur le tableau de bord. Alors, c'était certainement un bug, je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que j'ai débranché trop vite le câble de la borne. J'étais sur une borne de chez Lidl, vous savez chez Lidl, à la fin quand vous terminez, vous appuyez sur le bouton rouge, vous ouvrez la trappe, vous tirez le câble, et après vous débranchez votre voiture. Vous n'oubliez pas de refermer la trappe, parce que beaucoup de gens oublient de refermer les trappes sur les bornes, et après ça les met en défaut si la trappe reste trop longtemps ouverte. Donc n'oubliez pas de refermer. Et en fait j'ai dû tirer un peu rapidement, c'est-à-dire j'ai dû appuyer, sortir tout de suite et tirer, et la voiture n'a pas reçu le signal comme quoi c'était terminé. Donc ce que je conseille, et ce que je fais maintenant, c'est j'arrête au niveau de la borne, j'attends un petit peu, et là je vais débrancher le véhicule pour lui laisser le temps d'avoir l'information que c'était terminé. Alors si ça vous arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Deux possibilités. Ce que j'ai fait moi, c'est le message a disparu après un redémarrage. Alors un redémarrage, qu'est-ce que c'est? Quand vous arrêtez votre véhicule avec la Renault Zoé, vous sortez votre véhicule, vous fermez les portes, ou c'est un sans contact, donc vous attendez que vous éloignez du véhicule, les portes se ferment. Et si vous restez à côté du véhicule après, une fois que les portes sont fermées, vous allez entendre un clic au niveau de l'avant du véhicule. D'accord, une sorte de clic comme ça qui est un peu léger, mais ça va faire ce bruit-là. Ça veut dire quoi? Vous savez, vous avez la batterie de traction, qu'on parle beaucoup, j'ai parlé beaucoup, mais vous avez aussi la batterie de service, la batterie 12 volts, la batterie que vous avez dans votre voiture classique qui permet de démarrer. Là, elle ne permet pas de démarrer, c'est vraiment une batterie de service, c'est-à-dire qu'elle permet de faire marcher la tablette, etc. Donc la sollicitez pas trop non plus avec les tablettes et compagnie, parce que elle peut se décharger aussi, c'est une pièce d'usure. Hein. Et ça, quand vous entendez le clic, ça veut dire que toutes les choses qui étaient branchées à cette batterie se sont mis en veille, prolongées.
D'accord? Et c'est là où généralement, si vous voulez faire une maintenance, vérifier si la batterie elle est bonne ou pas, etc. C'est là où vous allez pouvoir débrancher les COS pour pouvoir avoir accès à votre batterie ou la changer complètement. D'accord? Là, vous attendez. Après, bah, vous attendez encore un peu. Moi, j'ai attendu 10-20 minutes. Je suis redescendu, j'ai rallumé, il n'y avait plus de problème. Si jamais vous avez encore le souci, j'ai une connaissance qui a une voiture, une Zoé qui l'a depuis bien plus longtemps que moi, avec plus de 150 km d'utilisation, 150 000 pardon, kilomètres d'utilisation. Ça lui est arrivé plusieurs fois ce problème. L'autre solution, c'est vous allez vous rouler un peu avec la voiture, vous allez faire une recharge, et une fois que vous aurez fini votre recharge, généralement, le message disparaît. Le véritable problème en électrique, parce que globalement, je vais vous dire, j'en suis relativement satisfait de la Zoé à proprement parler. J'ai pas eu j'ai pas eu de problème, d'accord, dessus. J'ai pas eu de surprise particulière. C'est une voiture qui est sympa à conduire. Voilà, j'ai pas grand chose de négatif à dire sur cette voiture. Bon, mis à part, on va dire peut-être, voilà, l'autonomie, le temps de recharge, mais bon, je savais que je prenais une voiture avec une charge normale, d'accord? Le vrai problème, en fait, c'est les réseaux de bornes. Parce qu'aujourd'hui, le parc auto électrique, il est inférieur à 5% du parc auto total. Et on est déjà en dessous du besoin. Donc il y a un vrai problème. Alors je ne vais pas lancer la pierre aux structures privées, aux structures qui mettent des bornes, et qui c'est le business de mettre des bornes, ou alors aux magasins qui mettent sur leur parking, à discrétion de leurs clients, des bornes de recharge. Parce que eux, c'est du privé. Bon, il y a une loi qui est passée, etc. Mais je veux dire, c'est pas eux qui ont décidé politiquement qu'on allait tous passer à l'électrique en 2035. D'accord? Ce sont les politiques. Donc quand on prend une décision comme ça, après, derrière, on assume aussi l'aspect infrastructure. Et aujourd'hui, je peux constater que c'est vraiment le grand n'importe quoi, mais c'est toujours pareil avec les politiques, ils attendent toujours, voilà, on attend toujours qu'il y ait un blessé grave ou un mort pour se dire, ah ben là, le carrefour, il faudrait peut-être mettre un rond-point. Eh bien, on est sur la même problématique. Déjà, il faut aussi savoir que les cartes de recharge dont je vous ai parlé ne fonctionnent pas toujours quand vous êtes en itinérance. Par exemple, vous allez sur un autre réseau. Réseau Wiz, j'ai eu pas mal de soucis avec les cartes. Il a fallu en passer plusieurs pour pouvoir charger. C'est là aussi, faites attention quand vous allez sur des bornes avec d'autres cartes. C'est pour ça que je conseille d'en avoir plusieurs dans la voiture. Et puis moi, je vais parler, je vais faire quand même un petit coup de gueule là-dessus. Au niveau de l'organisation, parce qu'il y a un service public qui se met en place, d'accord? Moi, dans mon département, c'est le réseau e-borne. Le réseau e-borne, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un réseau que vous allez retrouver du Var, dans la vallée du Rhône, au niveau de l'Auvergne, la Lozère également, je crois, alors, enfin l'Ardèche c'est sûr, la Lozère je pense, et qui va remonter comme ça, pratiquement jusqu'au Limousin. Vous avez quand même une borne, et puis ça prend aussi l'arrière-pays, enfin l'arrière-pays c'est pas très gentil pour les gens qui habitent là-bas, mais qui va prendre un peu les Alpes aussi. Donc vous avez un réseau de bornes qui est quand même relativement intéressant. Alors malheureusement on n'a pas les Bouches-du-Rhône parce que ces messieurs ont décidé de mettre en place un réseau à eux dans les Bouches-du-Rhône, pareil dans le 06, mais globalement on a quand même, donc ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que moi qui suis résident à Saint-Raphaël, si je vais dans l'Allier, eh ben, je peux recharger avec ma voiture, je peux recharger sur ce même réseau et bénéficier du tarif que j'ai. Dans le 06, vous avez le réseau Wiz, qui est un réseau qu'on va retrouver pratiquement uniquement au niveau de Sophia Antipolis. C'est un réseau canois, Mougins, voilà. Et puis ça va s'arrêter à Nice, parce qu'à Nice en plus, eux, ils ont décidé, dans une logique imparable, de prendre un autre réseau, prise de Nice, et de se dire, voilà, au lieu de dire, bah, pourquoi Wiz ne s'occuperait pas aussi de ce réseau-là, non, 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 on va faire le réseau à part, vous inquiétez pas, on est des grands garçons et tout. À chaque fois, c'est pourquoi? C'est pour faciliter une petite entreprise locale qui veut se lancer là-dedans. Moi, je peux comprendre ce genre de choses, mais à un moment donné, quand on est un décideur public,
je veux dire, il faut penser à l'intérêt général, d'accord? L'intérêt de tous, parce que l'intérêt d'une petite PME de 10 personnes par rapport à l'intérêt de la totalité de la population, je trouve qu'à un moment donné, quand on est un responsable politique, il faut penser à l'intérêt général, ce qui est rarement le cas. C'est pour ça que, voilà, alors en plus, prise de Nice, ce qu'il faut savoir, s'il y a des gens qui veulent aller là-bas et qui se disent, ah ben tiens, il y a un réseau, la plupart des bornes, c'est des bornes 3 kW, donc c'est-à-dire c'est des bornes comme à la maison, hein. C'est-à-dire c'est des prises comme à la maison, c'est comme quand vous branchez votre ventilateur, c'est pareil. Donc ça recharge la voiture, grosso modo, en 1 heure, vous aurez à peine rechargé, si c'est 3 ou 4%, ça sera bien gros maximum. Voilà. C'est dans les rues, voilà. Et le seul endroit où ils auraient pu, j'ai envie de dire, déployer le truc. Déjà, ils auraient pu mettre à jour les bornes, parce qu'il faut savoir qu'avant, ils faisaient de la location de voitures qui n'a pas marché. Donc après, ils sont revenus sur leurs pas parce qu'ils ont voulu faire un peu comme sur Paris, mais ils se sont brûlés les doigts. Déjà qu'à Paris, ils se sont brûlés les doigts, ça n'a pas marché la location de voitures. Donc sur Nice, sur une ville qui c'est quand même pas la deuxième ville de France, Nice. Donc ils ont voulu voilà, voir le truc un peu gros. Ça a raté. Bon, des fois, il faut faire des tests aussi. On peut comprendre également de vouloir faire des tests. Ils ont repris le réseau, ils ne l'ont pas mis à jour. Donc, vous avez des bornes dans les rues qui sont dérisoires. En plus, vous avez généralement 2 points de recharge dans des rues qui sont très sollicitées. Donc, des fois, vous allez aussi avoir des gens qui sont garés dessus. Voilà. Et le seul endroit, comme je vous disais, où c'est intéressant, c'est les parkings relais. Nice a mis en place des beaux parkings relais. Il faut dire quand même les choses. Il y a des choses bien à Nice. Voilà, ils ont des super parkings relais avec les trams qui arrivent, etc. Et bien entendu, à l'intérieur, il y a des bornes de recharge, mais vous ne pouvez pas les utiliser en itinérance. Je veux dire, j'ai envie de dire, chapeau les gars de prendre des décisions comme ça. Les parkings relais sont là justement pour les gens qui ne sont pas des Niçois, qui viennent, qui posent leur voiture pour pas embêter justement, pour pas aller alourdir le trafic dans Nice, d'accord, et profiter en même temps du réseau de transport en commun qui à Nice est très bien aujourd'hui, qui n'était pas forcément très bien avant, mais aujourd'hui qui est impeccable. Et du coup, on ne peut pas le faire. Alors là, je dis bravo. Alors en plus déjà de faire des micmacs où c'est une petite société machin qui va s'occuper de ça, au lieu de l'avoir donné au moins à Wiz, quoi. Voilà. Pareil, alors Wiz, faut savoir aussi qu'ils ont un petit peu des bornes dans l'arrière-pays, et ils ont mis des bornes qui rechargent moins vite que sur la côte. Donc vraiment très sympa pour les gens qui vivent dans l'arrière-pays. Je trouve que c'est vraiment une marque de politesse incroyable qui est faite à ces pays-là. Donc moi ce que je voudrais dire là-dessus, s'il y a un décisionnaire des fois qui peut écouter cette vidéo, ne sait-on jamais, c'est que je pense que donner la possibilité au conseil d'agglomération de décider là-dessus est une hérésie. D'accord? Parce que généralement dans les conseils d'agglomération, il y a beaucoup d'influence locale. D'accord? Et là, vous ne pourrez pas me dire que les gens ils sont blancs comme neige. Ok? Même si c'est pas toujours des intérêts financiers derrière ou des choses comme ça, faut pas imaginer ça. Des fois, c'est simplement on va aller aider une société où on va permettre, voilà, peut-être créer quelques emplois, etc. Mais c'est jamais dans l'intérêt commun, dans l'intérêt général. D'accord? Voilà. Peut-être à la discrétion des régions, de le laisser à la discrétion des régions. Voilà. Parce que c'est pareil sur les Alpes, sur les Bouches-du-Rhône, c'est un autre réseau, enfin bon bref. Voilà. Mais je pense que ça, c'est des missions qui doivent être déléguées à la DDE aujourd'hui, c'est-à-dire c'est eux qui doivent organiser le réseau de bornes de recharge du service public, ou au moins s'occuper de déléguer, parce que c'est toujours pareil, aujourd'hui, c'est pas le service public qui fait ça, c'est délégué à une société privée. D'accord. Aujourd'hui, on fait beaucoup de délégations de services publics. Donc, au moins le déléguer à une société qui s'occupe de tout le territoire, mais pas faire des trucs comme on est en train de faire actuellement, parce que c'est pour l'utilisateur, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il faut aller sur, on va dire, une organisation qui est plus nationale pour ces réseaux de bornes, parce que sinon on arrivera à rien du tout. Et pareil, pensez à mettre des bornes de recharge rapide, surtout dans les. Le pire, c'est qu'on met les bornes de recharge rapide toujours au même endroit, c'est-à-dire au niveau autoroutier. Pensez aux arrière-pays, parce que c'est surtout là qu'on va avoir besoin. C'est quand on arrive sur Comps-sur-Artuby qu'on va avoir besoin de recharger rapidement son véhicule. Donc
c'est pas forcément quand on est sur sa zone de vie, etc. Donc n'oubliez pas les bornes de recharge rapide et pensez aussi que les gens vont dans les zones de campagne pour aller voir, visiter, etc. Ça permet aussi à ces zones de vivre, d'accord? Parce que quelqu'un qui se déplace pour faire un peu de tourisme, ben, il consomme là-bas. Donc pensez-y à ça. Pour finir, en conclusion, pour moi, la Renault Zoé R90 est quand même est pour moi un très bon choix de second véhicule. Vous savez, quand aujourd'hui, la plupart du temps, on est organisé, on a une voiture qui va nous permettre de faire les grands déplacements et puis les petits déplacements, etc. C'est la voiture qu'on va appeler la routière, d'accord. Et puis vous avez une seconde voiture, parce que souvent on a une des deux personnes dans le foyer qui a son travail à proximité, donc qui va faire des petits travaux, puis il faut emmener les enfants, qui va faire des petits trajets, pardon, et puis il faut emmener les enfants à l'école, il faut aller faire les courses, tout ça. Donc vous avez aussi ce besoin de petits trajets, d'accord, même s'il faut essayer de marcher le plus, utiliser le vélo, tout ça. Bon, utiliser le vélo avec quand vous avez des petits enfants en bas âge, c'est quand même un peu compliqué, d'accord. Mais bon, on peut imaginer. Mais voilà, il faut essayer de se déplacer à pied, tout ça. Mais on a quand même besoin de la voiture quand vous allez faire les courses. Honnêtement, c'est quand même sympa d'avoir un coffre et tout ça. La première chose, c'est le coût du pétrole. Vous avez vu aujourd'hui le coût du pétrole, 2 euros le litre, c'est un peu la folie furieuse, surtout qu'en plus l'euro a énormément dévalué. Hein. Au final, quand j'entendais beaucoup de politiques dire oh il faut l'euro fort, c'est pas bon, etc. Eh bien, chers politiques, surtout de droite, qui n'ont pas arrêté de parler de ça en disant qu'il faut faire la cigale plutôt que la fourmi allemande, bonjour, bienvenue, on est dans votre système actuellement. J'espère que vous êtes satisfaits. La deuxième chose, c'est la maintenance qui est relativement faible. Très honnêtement, j'ai pas eu de vidange à faire. La voiture, a priori, est impeccable. Donc ça, c'est relativement bien. Par contre, pour une routière, je trouve que c'est quand même relativement limite. Je pense qu'aujourd'hui, le diesel reste encore la voiture de prédilection. Pourquoi principalement? Parce que les réseaux de bornes. Parce que si vous prenez une voiture routière, vous n'allez pas prendre une citadine, d'accord? Vous allez prendre la moins chère, c'est les MG, ZS, d'accord? De nouvelle génération, attention, les phases 1, c'est une autonomie qui est ridicule. D'accord. Puis après, vous allez avoir des tarifs de dingo qui vont monter jusqu'à plus de 50 000. Enfin bon, après, il y a 80 000 euros, il y a toujours tout hein, dans les tarifs. Voilà. Sachant que le tarif le plus bas aujourd'hui en achat à neuf, c'est quand même 25 000, je ne sais plus combien ils la vendent, 25 000 euros. Donc c'est pas non plus. Normalement, l'achat médian d'une voiture, vous êtes plutôt de 22 000 euros neuf. Hein. Donc on est déjà au-dessus pour la voiture la moins chère du marché. Voilà. Pourquoi principalement? À cause du réseau de recharge. Parce que si vous restez sur l'autoroute, ça va, mais si vous allez à l'extérieur, vous verrez, ça va être très compliqué de recharger votre voiture, à part quand vous tombez sur des départements qui ont compris qu'il y avait eu une décision qui avait été votée pour 2035 et qui se disent ouais, il va peut-être falloir réagir quoi. Mais bien souvent, les politiques, vous savez, ils attendent qu'il y ait un mort sur la route pour pouvoir réagir. Et puis surtout, ça va vous permettre d'économiser votre voiture diesel. Vous savez, cette voiture que vous aimez bien, votre petit diesel pour vos trajets, etc. Vous avez roulé beaucoup avec, voilà, ou souvent on a un rapport affectif avec ce genre d'objet. Vous allez éviter, en plus vous allez éviter de polluer, parce qu'un diesel pollue énormément dans ces conditions-là, c'est-à-dire sur les courts trajets. Et en particulier en hiver. Parce que c'est là où vous allez encrasser fortement le moteur et le filtre à particules, d'accord, le FAP. Okay. Je conseille d'ailleurs de faire chaque année un décalaminage. Hein. Aujourd'hui, un décalaminage, ça coûte 70-75 euros. Je conseille de le faire comme quand vous faites votre vidange. Vous le faites avant la vidange parce que ça fait chauffer la voiture et du coup, ça dégrade un peu l'huile. Donc, vous faites avant la vidange la décalamination, puis vous l'amenez à la vidange pour faire la vidange après. Voilà pourquoi, parce que qu'est-ce qui se passe quand vous faites les courts trajets? Imaginons, vous voulez aller faire vos courses, vous démarrez votre voiture, déjà imaginez, vous êtes l'hiver, boum, ça va prendre un sacré coup sur la batterie. Après,
Vous allez rouler, le moteur ne va pas monter en température, le filtre à particules ne monte pas en température, vous encrassez votre véhicule. Vous arrivez, vous fermez la voiture, vous coupez le contact, vous allez faire vos courses, vous revenez, vous rallumez la voiture, la batterie reprend un coup, elle ne s'est pas forcément très bien rechargée sur un tout petit déplacement, et derrière, le moteur ne montera pas en température, etc. Vous allez encore encrasser, vous arrivez à destination, vous fermez votre voiture, terminé, et vous avez vraiment abîmé votre voiture sur un petit trajet comme ça, mais vous êtes obligé de le faire, quoi. D'accord? Là, vous allez prendre votre véhicule électrique, et là, ça résout le problème en faisant ce genre de choses. Et en plus, vous allez généralement recharger votre voiture électrique. Donc, vous allez augmenter la durée de vie de votre véhicule diesel que vous avez actuellement, et en plus, vous pourrez recharger votre véhicule électrique par la même occasion. Donc, c'est vraiment, je pense, un bon choix de seconde voiture. Si vous êtes voilà, dans l'optique de vouloir changer votre second véhicule, je peux que vous conseiller la voiture électrique parce que honnêtement, pour y être passé, je ne reviendrai pas en arrière. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a renseigné, qu'elle vous a donné peut-être un éclairage, peut-être qu'elle vous a freiné dans votre achat, parce que aussi il ne faut pas aller faire une folie. Voilà, parce que c'est quand même des coûts qui sont relativement importantes. J'ai peut-être pas parlé de l'état d'usure de la batterie. Voilà, j'attends un peu plus longtemps parce que là, sur la première année, je fais pas forcément hyper confiance non plus à Renault sur les, euh, les, euh, les valeurs. Globalement, elle ne se serait pas abîmée. D'accord, elle serait supérieure à 95%, 99%, ils m'ont annoncé. Voilà. Mais j'attends de voir, parce que moi je le verrai au compteur. Sur 2 ans, je verrai s'il y a une dégradation ou pas. Mais a priori, vu qu'on recherche sur courant alternatif, pas trop vite, on n'abîme pas la voiture comme vous l'abîmez quand vous faites sur 350 kW par heure. Là, je peux vous dire que les cellules, elles prennent un coup. Voilà. Donc, très honnêtement, je le conseille. Mais encore une fois, pour des gens qui sont pas des, voilà, qui sont pas des Schumacher, d'accord, on voit encore beaucoup trop sur les routes avec des comportements dangereux, et pas pour des gens qui savent pas forcément bien s'organiser, d'accord. Les gens, voilà, qui sont un peu, il y a des gens qui sont comme ça, qui savent pas s'organiser. C'est pas un défaut, voilà. Il faut tout pour faire un monde, hein, et voilà. Mais ces gens-là, je leur déconseille parce que ils seront toujours tributaires de leur voiture. Voilà. Il faut quand même que la voiture, ça reste un plaisir aussi à conduire et à utiliser. Et c'est vrai que si vous, voilà, si vous êtes jamais bien organisé, honnêtement, garder une voiture thermique, voilà, une voiture hybride peut-être, voilà, mais bon, une essence, honnêtement, ça sera pas plus mal. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur mon retour d'expérience.